a deux. C'est La fille du capitaine de Pouchkine. C'est quand le regard de Piotr Andreevitch Grignov est échangé à la fin avec celui d'Emilian Pougatchev. Et c'est ce regard qu'échangent les deux Russies. C'est une réussite extraordinaire du point de vue romanesque, où la Russie d'avant, la Russie qui se révolte, c'est de Pougatchev, rencontre la Russie qui vient, la Russie qui se modernise, qui s'occidentalise. Donc pour moi, c'est la politique russe, c'est comment accorder ces deux courants profonds de l'histoire russe. L'autre image, c'est Oblomov, c'est Goncharov. Donc pour moi, la Russie, c'est cela, et si on veut aller encore peut-être plus loin, c'est ce que disait Leibniz quand il conseillait Pierre le Grand, et il disait, on a dans le monde, d'un côté, c'est très actuel, on a d'un côté l'Europe, et de l'autre côté la Chine. Et ce sont les deux régions les plus intéressantes, les plus développées. Et qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la Russie. Et la Russie peut jouer un rôle fondamental, à la fois européen et eurasiatique. Il reste, je pense, l'insurrection de février, dont on parle peu, ou une insurrection de femmes au départ, révoltées d'une usine. Et puis il y a eu l'insurrection qui s'est développée, et on l'oublie ou on ne le sait pas. Il y a eu un certain nombre d'articles qui sont parus en France, très intéressants, mais qui a été lié au fait que les armées russes étaient écrasées dans la guerre contre l'Allemagne, que les soldats étaient maltraités, et il y avait à Moscou et à Pétersbourg des soldats révoltés. Et ça a été un coup de génie politique de Lénine de dire qu'on ferait la paix, donc les soldats pourraient retourner chez eux, la terre aux paysans, et qu'on assurerait l'autonomie des régions de Russie. Ça n'avait rien à voir avec un programme marxiste ou communiste. Mais il a su très bien prendre, je dirais, chevaucher le dragon de ce mouvement. Et évidemment, celui qui n'a pas su, et qui avait tous les atouts en main, c'est Kerensky, qui n'a pas su jouer ses atouts. Alors, ce qui est arrivé après, évidemment, ça a été une histoire où la Russie, à la fois, a vu apparaître ces fantômes de son histoire qui revenaient, et en même temps, les pays occidentaux l'ont rejeté. Donc ça a créé la situation à laquelle on est arrivé pendant ces années d'histoire, où avec un système communiste, il y a eu en Russie une chose intéressante qui a été la réussite dans le domaine médical, où la Russie, notamment dans l'ophtalmologie ou dans différents secteurs, a réussi, dans le domaine artistique. Et puis l'autre chose, à mon avis intéressante, qui s'est passée dans cette Russie-là, c'est la politique spatiale et la vision d'un monde dans lequel on pouvait fixer des objectifs au-delà des affaires quotidiennes. Et je pense que la Russie doit retrouver cet optimisme de son histoire aujourd'hui. C'est essentiel de l'aider en cela. Il y a un tiers dans cette histoire et un quart. Alors, le tiers, c'est la Chine. Et je pense que c'est très intéressant que la Chine soit associée à cette politique spatiale et soit associée même à un apaisement dans les tensions. Et l'autre, c'est les États-Unis qui doivent être un jour ou l'autre incorporés. Et en regardant le film Seul sur Mars, qui vaut ce qu'il vaut, mais il y a un moment très intéressant où on voit les Chinois sollicités par les Américains pour venir au secours de cet homme perdu sur Mars. Ah oui, personnellement, nous avons participé, les jeunes de notre mouvement, ont participé à des actions culturelles avec des jeunes Russes et on a été très déçus. Parce qu'on n'a pas vu dans ces jeunes, dans cette nouvelle génération, une culture qui soit une culture de l'avenir, une culture qui réunisse le meilleur de chaque pays. On n'a pas vu une conscience à ce niveau-là approfondie de ce que peut être une entente. Et cette entente, moi je suis absolument convaincu, doit venir de l'idée que tout homme a une capacité créatrice, qu'elle doit l'exprimer dans l'art comme dans la science, on ne peut pas séparer les deux, et que là, on doit trouver un terrain d'entente et de découverte mutuelle de ce que chacun a de meilleur. Et c'est ça qui doit être la base d'une politique, disons, orientée vers l'avenir. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a, disons, en France comme en Russie d'ailleurs, une ignorance
de là où on peut trouver la source. En France, par exemple, on va parler de racines chrétiennes. J'aime pas du tout ce mot-là. J'aime bien le mot source chrétienne, parce que source, c'est une chose qui se répand et qui enrichit la République. Mais là, on cherche des racines, des racines, des racines. Je crois qu'il faudrait plutôt voir comment les sources peuvent se conjuguer et créer un grand fleuve au niveau mondial. Alors, vous savez que De Gaulle était allé en Russie en 1944 pour rencontrer Staline, et qu'il voulait intégrer la Russie, ça a toujours été son dessein, ce qu'il appelait la Russie des soviets. Tout le monde se moquait de lui à cette époque. Donc, il faut retourner à ces sources de l'histoire pour se redécouvrir. Et je crois que c'est l'attitude qui doit être absolument fondamentale. Et qu'on n'est pas ennemi d'une nation, on est ennemi d'empire. Et lorsque les gouvernements prennent des formes d'empire, là, ils deviennent extrêmement dangereux, parce qu'un empire, c'est basé sur l'idée toujours de s'étendre, et pas de coopérer avec d'autres. Et chacun, chaque voix, c'est comme dans une chorale, a quelque chose à apporter. Et je pense que la voix russe est très importante dans l'imagination créatrice, notamment dans la science. Et on revient à Gagarine, on revient à la politique spatiale. C'est un miracle que la Russie ait eu, avec beaucoup moins de moyens, une politique spatiale qui était à la hauteur de la politique américaine, qui avait beaucoup plus de moyens. Alors je rappellerai une chose de ce point de vue-là, qui je pense est très intéressante. Jamais le général de Gaulle n'a participé aux cérémonies du débarquement en Normandie. Pourquoi? Parce qu'il considérait qu'il n'avait pas été averti et qu'on avait débarqué des forces en France, qu'il n'avait pas été averti, que ses alliés ne l'avaient pas averti. C'est là qu'il est allé voir Staline, d'ailleurs. Et d'un autre côté, il pensait comme moi que la grande bataille qui a permis la victoire contre l'hitlérisme, contre le nazisme, de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la bataille des chars de Koursk, qui a été la grande bataille. Et ça, il faut le rappeler à nos amis russes et leur dire, voilà, ça on le reconnaît. Mais en même temps, on critique certains aspects de votre politique, légitimement. On ne la voudrait pas pour notre pays, mais on reconnaît que ce que vous avez fait a été un apport essentiel. Et en même temps, comme dirait Macron, il faudrait voir comment ensemble on peut faire un système de développement qui ne soit pas asservi au court terme, mais à des projets à long terme, ensemble, à l'échelle, je dirais, du monde. Et c'est là que pour nous, que les BRICS aient été fondés en 2010 au Brésil, à Fortaleza, et qu'ensuite, en 2013, le président Xi Jinping, en septembre, ait fait son discours au Kazakhstan, c'est très important, parce que ça crée l'embryon qui se développe progressivement avec l'adhésion de la Russie, du président Poutine, à l'embryon d'un nouveau système monétaire et financier international basé sur une logique du gagnant-gagnant. Toute une série de choses qui ne sont pas dans la presse française, parce que la presse française a tendance, je dirais depuis une trentaine d'années au moins, à voir avec des œillères anglo-américaines. Je ne dis pas qu'elle soit achetée, je ne dis pas qu'elle soit corrompue, je ne dis jamais ce que je ne peux pas prouver, mais je dis qu'elle a des œillères. C'est pire qu'un crime, c'est une erreur qui a été commise, parce que les portraits de leurs parents, qui étaient victimes de la guerre, portés par tous les Russes, y compris par le président Poutine, c'était quelque chose d'essentiel dans l'histoire russe qui se manifestait. Et après tout, au nom de Normandie-Niemen, au nom de la bataille des chars de Koursk, on aurait dû y être. Et le président Xi Jinping, lui, il a très bien compris et y était. Donc c'est une erreur grave, et en même temps, je dirais, c'est un manque d'amitié vis-à-vis d'un peuple. Je ne parle pas d'un régime en Russie, je parle d'un peuple. De Gaulle avait dit quelque chose de très intéressant sur la Chine, parce qu'on revient sur la Chine en disant que c'était en 1964 quand la France a reconnu la Chine en janvier, et juste après De Gaulle a fait une déclaration en disant que la Chine avait été une très grande puissance dans l'histoire et qu'elle allait sans doute le redevenir. Donc il faut penser à l'histoire. Et je pense que si on pense à notre histoire, à l'histoire de la Russie, à l'histoire de la France, à l'histoire des États-Unis, à l'histoire de la Chine, beaucoup de choses peuvent être beaucoup mieux comprises. Et qu'en France, hélas, un grand nombre de médias prennent leurs informations à Londres et à Washington. Et ils les prennent de façon tout à fait, disons, orientée. Ces médias français jettent de l'huile sur le feu
Et c'est quelque chose qui n'est pas l'attitude du président Macron. Macron a reçu Trump, a reçu Poutine. Tout le monde l'a un peu attaqué en raison de cela. Je crois que Macron, au moins, a peut-être beaucoup de défauts, mais qu'il est réaliste sur ce plan-là. Et que la France a une carte décisive à jouer. Je pense qu'on confond tout. Par exemple, il est normal qu'un pays ait des gens qui s'identifient à ses intérêts et qui ont une certaine opinion et qui disent ce qu'ils pensent de la politique d'un autre pays et des dirigeants d'un autre pays. Là où commence l'ingérence, c'est quand on essaye d'influencer des résultats électoraux. Tout le monde le fait. Les services américains, le NSA américain, a été jusqu'à hacker le téléphone d'Angela Merkel et de François Hollande. Donc après, on dit c'est les Russes, on le fait. Ce qui a frappé la Russie, par contre, et qui là a été et reste un problème pour elle, c'est la baisse du prix du pétrole, qui a été l'autre forme de sanction. On ne peut pas seulement voir les questions sur le Venezuela, ou même la Russie, du point de vue des droits de l'homme. C'est absurde. La responsabilité de protéger a été utilisée comme une feuille de vigne pour les révolutions de couleur qui ont été lancées, comme celle du Maïdan. En politique intérieure, je n'ai pas à juger ce que fait Poutine, ce n'est pas notre idéal, bien entendu, pour la France, mais on doit juger de façon réaliste comment on peut rebâtir dans le monde une politique de développement mutuel. Et dans ce développement mutuel, la Russie, bien entendu, doit avoir sa part. La vraie souveraineté d'une nation, c'est d'inspirer les autres, comme la vraie dimension d'un dirigeant politique, c'est comme l'était De Gaulle, ou dans une certaine mesure, comme l'ont été d'autres dirigeants, comme Mendes France, ce qui est d'inspirer. Et là aussi, on inspire sa population, on inspire les autres nations, et on crée, de ce point de vue-là, cette fameuse, j'y insiste, détente, entente et coopération entre les peuples. Je ne parle pas d'un régime en Russie, je parle d'un peuple. Ne me faites pas dire ce qu'on disait à une époque de François Ier. Souvent Macron varie, bien folle et qui s'y fie. Donc non. Mais je dirais qu'il a un sens des réalités, c'est un homme intelligent. Donc il a un sens des réalités certain. Il a surpris en recevant Trump et Poutine. Et je crois que de son point de vue, il sait que son intérêt, c'est que la France joue un rôle pour, dans un nouveau système de développement à l'échelle internationale avec la Russie, l'Inde, la Chine et les États-Unis. Et que la France joue un rôle de catalyseur. Ça, je crois qu'il le comprend. Là où je suis tout à fait opposé à la politique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il pense que c'est compatible avec une politique financière, qu'on peut à la fois servir la paix dans le monde, servir une politique d'entente avec les BRICS, et en même temps servir la City de Londres et Wall Street. Ça, c'est impossible, il devra choisir. Ce qu'on oublie, c'est quelqu'un qui voulait une ouverture avec l'Europe occidentale, et qu'en retour, on n'a pas pris la main qui tendait à sa façon, à la façon russe, mais il attendait, au contraire, l'OTAN s'est étendue. Alors l'OTAN, moi j'ai eu un entretien avec Roland Dumas, qui lui-même me l'a confirmé, qu'on avait promis que l'OTAN s'étendrait à l'époque en Allemagne de l'Est. Ça n'a pas été écrit, mais qu'elle ne s'étendrait qu'en Allemagne de l'Est, et qu'elle n'irait pas au-delà. Et là, elle est allée au-delà, puisqu'elle est pratiquement à la frontière russe aujourd'hui. Et pour faire comprendre à mes amis américains, je leur dis qu'est-ce qui se passait s'ils voyaient des déploiements, disons, au Mexique ou au Honduras. Ils seraient quand même inquiets. Donc, on l'a vu lors de la crise des missiles de Cuba. Donc là, oui, c'était à juste titre inquiet. C'est l'aventurisme de Khrouchtchev. Mais là, on a l'aventurisme de l'OTAN, qui se rapproche de la frontière russe et qui a déployé ses ABM, qui peuvent se reconvertir en missiles offensifs. On l'a vu dans ses déploiements en Roumanie, en Pologne, et on comprend la réaction de la Russie du point de vue de sa propre politique étrangère. Donc Poutine, à ce moment-là,
tout le monde l'a accusé dans des thèses eurasiennes d'Alexeïev ou de Dugin. Pas du tout vrai. Poutine, c'est basé sur une conception eurasiatique, mais ouverte vis-à-vis de la Chine. Et il n'a pas renoncé à une politique vis-à-vis des Occidentaux. Il parle toujours de ses partenaires occidentaux, avec une pointe d'ironie, mais il l'a dit, il faut la faire, on reconnaît les intérêts de la Russie, et on n'est pas en train de pratiquer une politique agressive vis-à-vis d'elle. Or, il y a eu dans toute une école américaine, et je ne dis pas que cette école soit dominante, mais elle est très près d'être dominante, qui disait la stratégie américaine, influencée par les Britanniques qui ont toujours eu cette politique-là, doit être une politique où on peut anéantir la capacité de contre-frappe des Russes. D'où les Russes ont réagi en disant nous réservons la possibilité d'une première frappe, qui sera une première frappe nucléaire, si nos intérêts vitaux sont menacés, ou les intérêts vitaux des pays qui sont nos proches alliés. Je pense que la vraie menace est anglo-américaine. On oublie cette chose qui est répandue dans les universités anglaises, Oxford, Cambridge ou d'autres, American Muscle, British Brains. C'est-à-dire que le cerveau est britannique, et il l'est encore aujourd'hui. Et la culture, disons, de l'Empire britannique, c'est une culture d'influence, de manipulation, y compris de manipulation des esprits. Et ça, c'est l'enjeu de la politique aujourd'hui, qui dans ce sens est culturel, comment on crée des esprits qui ne soient pas manipulables.